François Bon, 1925-2025, une année avec Howard Phillips Lovecraft, l'année qu'il passe à New York, année cruciale dans son itinéraire à 35 ans, juste avant la grande vague là, dans les 11 ans qui il vivra ensuite à Providence tout en voyageant énormément. Viendra là l'éclosion de récits qui évidemment sont un pan de la littérature fantastique aussi considérable que Edgar Poe, 90 ans en amont, comme ce qui nous, même distance de ce qui nous sépare de lui-même Lovecraft, mais aussi parce que la plupart de ces grands récits qui vont suivre aussitôt l'année, là, comme ça, de compression, de confrontation à New York, elles ont déjà été ébauchées en 1900, 1922, comme Dagon, comme The Outsider, des histoires extrêmement déjà au format qui est celui des magazines comme Weird Tales, qui accueille qui est le plus fréquent à accepter, à publier ces récits et histoires. Et donc, un amont et un aval, et une année forcément charnière. Au lieu d'écrire, de se prolonger là, dans des conversations avec Clark Ashton Smith, plus tard avec Robert Barlow ou August Derleth, des continents de lettres, des tomes de livres qui sont en même temps des journaux, journal intellectuel autant que journal matériel, avec les récits de voyages dans le Vermont, au Québec. Et là, eh bien, c'est à force de nuit discuter, et surtout un chantier archéologique pour nous formidable, puisqu'on sait tout ce qu'il lit, à quelles heures il écrit. On est le 3 mars 2025, on va réouvrir le petit carnet du 3 mars 1925. Ordinateur. Donc le contexte, vous le connaissez, son épouse Sonia, qu'il note SH, est revenue de Cincinnati, licenciée, avec là des heures provisoires qu'elle fait dans une entreprise, là, toujours dans les nouveautés et la mode et la chapellerie à Manhattan, en même temps qu'elle cherche un nouvel emploi. Donc il y a une tension. Probablement, tous les deux cohabitent dans la petite chambre, le petit studio qui était prévu pour accueillir sa vie célibataire. Elle partira dans une douzaine de jours, donc on est dans une phase là encore de transition. Mardi 3, puisque toujours cette journée de décalage. Moi j'enregistre ça le dimanche pour que vous l'écoutiez le lundi alors que ça parle du mardi, et on est le 3 mars. Et je crois que c'est le 62e envoi régulier. Et il y a encore des gens qui regardent la vidéo, qui ne s'inscrivent pas là, pour recevoir les emails avec la vraie iconographie, le temps de... Genre, bon, enfin, ça vous regarde, hein. Eh bien, allons y voir. Up early. Eh bien, pour une fois, on se lève de bonne heure. Pourquoi ? Eh bien, parce que Sonia, apparemment, son travail dans une boutique de mode, ou en tout cas un fabricant de chapeaux à Manhattan, c'est terminé. Elle est là. Et... on réveille le voisin du dessus, c'est toujours cette vie à trois qui continue pour que tous les trois, Kirk, Sonia et Lovecraft, on se rende déjeuner as age to lunch at Sonny's, donc chez Frank Belknap Lang. Et pourquoi aussi ce changement d'horaire, enfin quelque chose qui n'est pas les habitudes de Lovecraft, c'est qu'en début d'après-midi, Sonia doit les quitter est-ce que c'est un entretien d'embauche ? On va voir qu'elle va se faire accueillir comme gouvernante d'une famille ou quelque chose comme ça, mais enfin en tout cas, elle partira à Saratoga, mais pas du tout dans sa partie, ce sera encore une étape provisoire, mais moins sollicitante pour elle que ce qui pesait sur sa santé à Cincinnati. Et pendant ce temps-là, monsieur, probablement Kirk est toujours de la partie, s'en vont au cinéma avec Frank Belknap Lang et sa maman. Alors, qu'est-ce qu'ils vont voir ? Ça fait la 3e fois là, qu'on a une séance de cinéma où Lovecraft suit. On va voir
faut quoi cet après-midi? Bon, le cinéma, évidemment, c'est pas comme ça. Il y a toujours les intellectuels vont parler, ils vont faire le débat du ciné-club d'après le film, ils vont le faire avant. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu? Ben, toujours pareil. Là, on navigue avec une absence. C'est quoi l'absence? C'est ce journal qu'il rédige d'après ses petites notes pour envoyer à sa tante Lillian à Providence, qu'on va retrouver le 3 avril, mais il nous manque une lettre ou plusieurs lettres, les lettres de cette période-là, où là, sans doute, évidemment, dans ce cas-là, on aurait été avec Sonny et sa mère, qui vous salue bien, chère tante. Nous avons été voir tel film qui était insipide et ne m'a pas laissé de souvenir. Bon, allez, on n'insiste pas là-dessus, c'est juste là, bon, tu vois, c'est ça aussi, pour moi, c'est pas neutre quand même, ça, tu vois, il y a toujours cette idée que la littérature, quand ça franchit quelque chose, d'où ça brûle à l'intérieur, et comment ça brûle? Est-ce qu'il faut être auteur, écrivain maudit pour que ça brûle? Alors c'est évidemment, moi, tu dis, oh, Lovecraft, grand dépressif, oh, Lovecraft, le reclus, etc. Et là, ah bah ouais, c'est normal que ça donne la maison maudite. Et oui, pendant ce temps-là, monsieur, il est au cinéma pendant que son épouse cherche du travail, mais attention, je ne dis pas ça comme ça. Je dis que c'est comme quand vous lisez la correspondance de Flaubert. La sœur de Flaubert a accouché, Caroline, a accouché d'une petite Caroline. Elle était mariée tout récemment à un ami très proche de Gustave Flaubert. Elle a accouché d'une petite Caroline et c'est lui, Gustave Flaubert, et sa mère, donc la grand-mère de la petite fille, qui vont élever la petite Caroline Amar. Et donc, quand on a dans la correspondance les journées de Flaubert, quasiment, c'est les journées d'un bon père de famille, même s'il alterne entre la vie parisienne et la vie provincial à Rouen. Et c'est seulement là, à 22h, 22h30, que Flaubert se met à écrire et qu'il écrit jusque vers 1h, 1h30 du matin. En général, il y a 3 heures de boulot. Et puis qu'ensuite, là, il prend le temps pour laisser décompresser, qu'il se met à écrire ses lettres. Le mystère de la littérature, il est dans quel moment de la vie de Gustave Flaubert? Dans quel horaire? Je pense que c'est ça aussi, nous, qui fait l'intérêt là de disposer de ces petites notes. Oui, Lovecraft, cet après-midi-là, à quoi il pense pendant le déroulement du film muet? Mais film muet, ça veut dire aussi, par exemple, vous savez, depuis qu'on remonte les pistes, moi, ça me fascine. Qu'est-ce qui me fascine? C'est que les sous-titres sont souvent écrits par exemple, des poètes. Ça devient un job parallèle, un job alimentaire, un job utilitaire, oui, mais la création textuelle, qui reste textuelle dans ces sous-titres-là qui interviennent dans le cinéma muet, c'est une instance de langue, une instance narrative qui n'est certainement pas neutre pour, là, Lovecraft ou Frank Belknap Long, qui en sont là cet après-midi du mardi 3 mars, les spectateurs dans les heures creuses de l'après-midi. On se retrouve ensuite à la maison, on remonte donc à Brooklyn. Ouais, mais est-ce qu'on est débarrassé des copains? Non, il y a George Kirk et Loveman, bien sûr qu'ils sont pas loin. Et Lovecraft, tu t'endors ou quoi? On se retrouve où? On va se prendre un café à la cafétéria Tiffany en dessous. Ce sera l'occasion, comme nous, de lire le New York Times du jour. On remonte, il lit, et puis finalement, encore. Alors, est-ce que c'est monotone? De toute façon, moi je crois que c'est un petit peu ça aussi qui est intéressant dans ce genre de littérature. C'est que je me souviens quand j'habitais à Berlin, on y était en 1988, c'était la dernière année avant le mur. C'était une bourse du Deutsche Akademische DAAD. On était dans une maison là, où il n'y avait que des gens bien, j'allais dire. Norman Manea juste à l'étage au-dessus, et en dessous le musicien Arvo Pärt. Arvo Pärt, dans la journée, c'était s'occuper des enfants. Il y avait les jeunes violonistes ou pianistes qui venaient donner des cours là aux 2 petits garçons. Et puis tu voyais monsieur Arvo Pärt qui allait à l'épicerie, il était fragile, le pauvre, de santé. Il revenait avec un petit caddie, même s'il y avait que 3 bouteilles de lait et une salade. Là, dans le fond, je n'inspectais pas évidemment ce qui la ramenait. Et puis, vers 19h le soir,
Arvo Pärt commençait à travailler son piano. Le matin, il en faisait. Il y avait du Bach, il y avait du Mozart, et pendant 2 heures, il reprenait tel morceau avec des renversements. C'est une énergie. Mais à 19h, jusque vers 22h, il y avait 3 heures où on a l'impression que c'était toujours le même accord, la même reprise. Une fois, il m'avait dit « Ah, c'est vous qui jouez du violoncelle au-dessus ?» J'avais un violoncelle pendu au mur. Mais une fois qu'il m'a dit ça, je lui ai dit « Je ne l'ai plus décroché, tiens. » C'est comme ça. Ça m'a fait du bien aussi, ça. Eh bien, là, c'est comme les accords d'Arvo Pärt. C'est-à-dire, tu as l'impression toujours que c'est la même chose. Ah ouais, mais tu t'aperçois que si tu prends à 1 semaine ou à 2 semaines d'écart en amont, 1 semaine ou 2 semaines d'écart en aval, vers quoi on va? Eh bien non, ça a changé. Le contexte change et c'est dans ces changements que nous, on va apprendre. Eh ben, ouais, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont là-haut, ils ont été à la cafette, lui, il est remonté, il s'est mis à lire. Ouais, mais au-dessus, il y a toujours Loveman et Kirk qui sont en train de discuter dans la chambre d'au-dessus. Discuss. Ah bien, Lovecraft, il craque, il remonte chez Kirk. Voilà, c'est le 3 passionnant. Bah, vous allez voir quand même, parce que nous, on a notre petite botte secrète. Alors, 1925, mardi 3 mars, la transcription. Il n'y a pas vraiment de problème ni d'hésitation. Voilà, le petit dépli en français. Un petit peu ce que je vous ai raconté. J'ai traduit un article du Times. Alors donc, allons-y directement. Pourquoi cet article? À cause du mot Bollinger. Bollinger? Bollinger. Qu'est-ce que c'est Bollinger? Oh, un magnifique moteur naval Bollinger 1925. C'est l'année où mon grand-père paternel, bon Eugène, s'installe à Saint-Michel-en-Lerme comme motoriste. Motoriste à l'époque, non, il n'a même pas encore vendu sa première voiture. Il fondera des motos, etc. Mais, eh bien, on est dans le Marais en Vendée. Le Marais, ça s'assèche. Il faut des motopompes. Bollinger. Et puis, il y a les bateaux à l'Aiguillon-sur-Mer. Les bateaux qui vont le matin, là, avec des gros bacs à fond plat qui vont récupérer les moules. Alors, ils y vont à la voile. C'est lent et on peut installer une hélice et un treuil à l'avant. Chez Fumolo, à la Ville-en-Bois, à La Rochelle, ça tombe bien, ils en vendent des treuils. Et puis, l'hélice, tu fais comment? Un moteur? Bollinger. Et l'électricité dans nos villages, t'as déjà les poteaux, les fils? Non, t'as une génératrice. Et, par exemple, William Faulkner, on est juste là, à la même époque, en 1925. Sa poésie, ça marche? Non, sa poésie, ça marche pas. Qu'est-ce qu'il trouve? Un boulot de gardien de nuit. Gardien de nuit où? À la génératrice. La génératrice qui apporte l'électricité là, à Oxford, Mississippi. Ça marche comment une génératrice? Gros moteur monocylindre diesel. Mais il faut veiller à ce qu'il y ait bien des petites gouttelettes d'huile qui entrent. Et puis au bout, tu as un alternateur et ça produit l'électricité domestique. Donc ces génératrices à moteur, là, nous, il y en a une aussi à Saint-Michel-en-Lerme avant que l'électricité arrive par les fils et les transformateurs. Un moteur monocylindre pour faire de l'électricité, Bollinger. Voilà. Et Bollinger, donc, c'est évidemment l'acier suédois, comme SKF a pris la suite. C'est le grand inventeur industriel de la motorisation, donc les pompes, les puits, les bateaux, et surtout, principalement, ces gros moteurs de bateaux insensibles à la rouille et tout ça. Et j'ai continué avec Bollinger. Voici 2 illustrations. C'est magnifique dessin en coupe. Ça, on en trouve plein parce que le dessin industriel, les gens comme moi, on a appris. Et c'était pas marrant. Ouais, mais il y a aussi des publicités ou des cartes postales. Et puis, il y a aussi des jolies vues en coupe là pour les journaux comme ça. Alors, Bollinger. Pourquoi je vous embête avec Bollinger? Tenez, je vais vous lire la petite histoire. On a le temps aujourd'hui. New York Times, 3 mars 1925, Niels Fischer, le fils d'un grand industriel suédois qui avait été perdu de vue le 6 décembre, donc bientôt 3 mois en amont, était depuis lors sous avis de recherche dans tout le pays et est entré samedi soir au commissariat de police de Brooklyn.
là, juste où ils sont. Ils se sont croisés peut-être sur le trottoir avec des amis. Ils ont déclaré la nuit dernière qu'il a été placé sous soins médicaux et subira aujourd'hui une légère intervention chirurgicale. Là, on n'en sait pas plus. L'annonce de la réapparition de Fisher a été rendue publique par le Bureau des personnes disparues. Cette expression assez magnifique. Quand le jeune homme s'est présenté lui-même à la police, le bureau a pris contact avec A.J. Lester, le représentant américain de son père. Monsieur Lester a identifié Fisher et l'a emmené en taxi. Fisher est un jeune ingénieur de 22 ans, et a été envoyé dans notre pays il y a 18 mois pour étudier les méthodes de fabrication américaines des machines-outils. Rappelez-vous, par exemple, dans Voyage au bout de la nuit, là, la visite des usines Ford. Mais on est là encore exactement synchrone. Spécialité dans laquelle son père, Dallas Fisher, a fait fortune à Stockholm, Suède. Arrivé ici, le jeune Fisher a été pris en charge par M. Lester, directeur de la succursale américaine de la compagnie Bollinger, puis entrepris un tour du pays. En décembre dernier, Fisher quitta Chicago, se rendit à Buffalo et visita Niagara Falls. Comment, Européen, tu viens aux USA pour 18 mois? T'es à Buffalo et tu n'irais pas voir les chutes Niagara? Moi, j'ai fait le contraire. On était à Niagara Falls et de Niagara, on est allé à Buffalo. Ensuite, c'était un dimanche. C'était pas marrant, Buffalo, le dimanche. Mais justement, ça, c'est toutes ces images. Les images de Buffalo, j'ai écrit un petit livre là, que je diffuse sur mon site là, avec toutes ces images Google Street View. Ensuite, les vues aériennes là, de Buffalo. Je n'arrête pas depuis bientôt 15 ans. Et c'est lié pour moi aussi à Lovecraft de faire ce voyage éternel là de Buffalo. L'affaire, une fois dans les mains de la police, les recherches commencèrent. Des circulaires furent transmises aux principales villes. On engagea des détectives privés. Monsieur a de l'argent. Or, le fait que les bagages de Fisher avaient été reçus à Buffalo, donc on a sa dernière trace à la consigne de la Lackawanna Railroad, cette compagnie qui prend un nom autochtone, Lackawanna, et qu'ils avaient été réclamés par quelqu'un du nom de Fisher, la police ni les détectives ne retrouvèrent aucune trace du jeune homme. Le jeune Fisher est entré dans le hall de le YMCA de Bowery. Alors Bowery, là on est dans le centre de Manhattan, on n'est pas à Brooklyn, mais les Zimca, vous savez, c'est ces auberges de jeunesse. Quand Lovecraft voyage, par exemple quand il revient dans le Vermont et qu'il s'en va à Newburyport pour faire ses repérages pour le livre qui va s'appeler Innsmouth. Où est-ce qu'il dort, Lovecraft? Il dort à Limca. Alors encore, il faudrait peut-être innover améliorer dans la prononciation. Mais ces Zimca, on les retrouvera aussi, par exemple, quand Bob Dylan fait le voyage inverse, quand il part du Minnesota, des Twin Cities, Minneapolis, et qu'il vient là par Chicago, Denver, pour faire son voyage de New York. Où est-ce qu'il dort? Dans les IMCA. Avec une demi-douzaine d'autres jeunes, c'est là ces trois lignes. S'est trouvé soudain face aux avis de recherche et annonces de récompense, qu'il a regardé, sans plus. Et soudain, le nuage obscurcissant sa mémoire s'est levé. Il a trouvé qu'une des photographies de l'affiche lui semblait familière. Il la regardait plus attentivement et lut que Niels Fisher, la personne photographiée, avait été portée disparue et que toute information la concernant devait être adressée à la police de New York. Le jeune homme arracha l'affiche, demanda où était le commissariat, s'y rendit aussitôt, fut adressé à l'inspecteur O'Brien du bureau des personnes disparues. « Je crois que c'est moi, dit Fisher en montrant l'affiche. » Il demanda à ce que M. Lester soit prévenu, etc. Il ne sait rien de ce qui s'est passé durant ces 3 mois. Il semblait bien habillé, avait $10 dans ses poches, mais sa montre en or et sa chaîne avaient disparu. Il ne sait pas s'il les a perdus ou s'il a été volé. Il n'est pas blessé, ne semble pas avoir été maltraité, et pense qu'il a passé quelque temps dans une chambre de Bowery. Et ça vous fait pas penser ça à cette amnésie qui ouvre là, dans l'abîme du temps?
Au point même que maintenant, je crois qu'il faudrait entamer un autre combat. Non, Lovecraft n'est pas un romancier. Dans l'abîme du temps n'est pas une histoire fictive. L'histoire qui arrive à ce brave prof de droit dans l'abîme du temps, c'est arrivé à d'autres gens. Et donc c'est arrivé par exemple, là, attesté à cet héritier Bollinger. Méfiez-vous, les civilisations inconnues, les civilisations loin dans le passé comme loin dans le futur, avec leurs écritures inconnues, capables de prendre la place d'individus plongés dans l'amnésie, c'est du vrai de vrai. Alors maintenant vous êtes prêts à lire Dans l'abîme du temps. Au cas où vous ne l'ayez pas encore lu, hein. Si vous ne l'avez pas encore lu, ne me le dites pas, je serais trop déçu. Alors, d'autres petites choses. Ouais, bah allons-y, dans le New York Times, ce sera mieux de voir directement à la source. New York Times, 3 mars. Lost Heir returns with memory blank. Bien, l'héritier perdu. Le retour de l'héritier perdu. Pensez pas que ça en ferait un beau titre de film, ça. Donc c'est en première page, évidemment. C'est toujours quand il s'agit de personnes jeunes, intelligentes et riches, on s'en occupe toujours un petit peu mieux que s'ils étaient pauvres et malades. Rabelais parle déjà beaucoup de ça. On a d'autres articles ici. Oui, un nez synthétique. Est-ce que vous croyez qu'un nez synthétique, par exemple, si je me mets un nez synthétique comme ça, est-ce que ça m'arrange ou pas? Eh bien, un nez synthétique, maintenant, il n'est plus possible de dire There's no longer an excuse for not being beautiful. Il n'y a plus aucune excuse pour ne pas être belle, dit le docteur John Paul Fernell, chirurgien esthétique Chicago, qui a inventé un nez synthétique. Bah, c'est des injections de paraffine, faut pas rêver. Mais tout d'un coup, alors la reconstruction des gueules cassées, c'est pas d'aujourd'hui. Comment ça s'est inventé? Ça s'est inventé avec tous ces types qui revenaient totalement démolis des tranchées de 14-18. On lisait Herbert West Reanimator pour les ambiances là, dans les hôpitaux de médecine, dans les tranchées avec les types démolis dont on refait le visage. Ouais, mais ça devient une opération commerciale à bénéfice. Ça ne nous concerne pas? Bon, si ça ne nous concerne pas, lisons le reste du journal. Il y avait une petite publicité pour la mayonnaise. Je l'ai copiée. Regardez là. On a le droit de se faire des petits plaisirs, des petits sourires. Un autre endroit, là je le prends directement dans le PDF. Toujours les nouvelles évidemment des 6 jours sur piste du Madison Square Garden. Une énorme manœuvre navale là qui est juste là, vous savez, cette frontière nouvellement établie entre la Californie et le Mexique, là où il y a cette grande presqu'île, 110 cuirassés de l'époque qui se réunissent. J'ai pris aussi découpé cette petite publicité. Alors c'est Edison, The New York Edison Company, et Edison organise une suite de conférences pédagogiques sur les nouveautés des phénomènes électriques. Eh bien, comment ça ne nous ferait pas penser, vous ne vous rappelez pas, à Providence, ce type qui vient et qui propose une conférence sur l'électricité, sauf que ça va tourner un peu mal pour les spectateurs. Comment il s'appelle? Nyarlathotep. Nyarlathotep, lui aussi, c'est quelque chose qui passe directement. Enfin, Nyarlathotep est déjà écrit, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la période de transition, mais on ne fonde pas ce genre de choses sans un lien très fort avec un contexte, et nous on n'a plus le contexte. Si on revient au contexte, qu'est-ce qu'on voit? Comment s'installe le décalage qui en fait littérature, et justement en se faisant passer pour vrai, même si on n'a plus cet appui sur le contexte. Ah, je vous ai mis ce petit article aussi. Lone Girl Bandit robs a cafeteria. Bah ouais, on est à Memphis dans le Tennessee, et cette jeune dame,
Elle entre calmement, se fait remettre la caisse et disparaît. Elle agit seule, elle disparaît littéralement dans la ville et elle a volé $200. Mais c'est ce Lone Girl Bandit qui fait que ce micro fait divers devient tout à fait symbolique. Elle avait un petit masque noir. Elle avait un petit masque noir, la fille seule qui entra dans la cafétéria ce soir. Dit donnez-moi les sous et je m'en vais si vous voulez. On a fait notre vidéo du 3 mars à demain. On sait comment elle s'appelle? Bah non, puisqu'elle a disparu dans la nuit. Lone Girl Bandit disparu dans la nuit. À Memphis, Tennessee.